Loïc de bien vouloir prendre la parole. Pour cela, je vous amène sur l'affichage de la présentation et je vous laisse débuter, Loïc. Pensez bien donc à réouvrir votre micro. Donc, puisque vous aviez vos Voilà, micros c'est fait. en mode silence, voilà. Excusez-moi, bonjour à Pouvoir tous, donc je être reprends. entendu. Merci. Alors merci d'être présent à cette webconférence. Réalité virtuelle, réalité augmentée. En préparant cette webconférence, je regardais un petit peu l'historique de tout ce que nous avons déjà fait au FOD. Je crois que c'est l'impression que dans les webconférences, c'est la première fois qu'on va parler de ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet d'actualité puisque en fait un récent article des Échos en fait citait ces modalités comme l'une des 5 les plus performantes en fait pour former les apprenants avec les MOOC. Et bien devant d'ailleurs la classe virtuelle ou le tutoriel ou les service games. Effectivement, on trouve de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée depuis quelques années dans le domaine culturel, dans les musées. Dans la formation, ça arrive tout doucement. En fait, au printemps aussi, à Vivatech, on envoyait un peu sur tous les stands. Donc, pour ce premier finalement retour d'expérience, moi j'ai souhaité privilégier finalement 2 domaines dans lesquels les effets sont les plus spectaculaires. Puisque même si on a aujourd'hui des formations en réalité virtuelle pour se préparer à une conduite d'entretien, un entretien annuel, on a aussi beaucoup l'utilisation de ces technologies en fait dans des métiers techniques en fait, soit parce qu'ils sont à risque, soit parce qu'on a du mal à reproduire des situations métiers parce qu'il y a des problèmes de place ou de coût. Et donc nous allons donc voir aujourd'hui 2 exemples. Un premier avec des techniciens dans le secteur des télécoms, en fait, qui va nous être présenté par Patrice Abolin de Orange, à qui je vais passer la parole tout de suite. Et ensuite, donc un grand groupe. Et ensuite, nous verrons aussi une autre approche, là, du coup, avec une start-up qui travaille aussi avec des grands groupes et qui nous fera un retour d'expérience, Anne Marlex, chez Renault, en fait, là pour aussi des techniciens. Donc voilà, donc sans plus attendre, on va pouvoir commencer. Donc je vous passe la parole. Patrice, limite, je vais se présenter. Voilà. Merci Loïc. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Patrice Abolin, je travaille chez Orange Business Service. Je suis consultant sur tout ce qui est éducation, formation, compétences par et pour le numérique, ce que je résume derrière le mot en fait compagnonnage digital. Ce que je vais aborder, c'est effectivement un contexte global, puisque cette partie de réalité, de tout ce qui est réalité et formation numérique, est en train de se développer. C'est un contexte global dans le groupe Orange. Ensuite, je rentrerai effectivement sur le contexte spécifique dans lequel on utilise la réalité augmentée pour la formation des techniciens, qui est le contexte de l'école des métiers techniques d'Orange. Et puis ensuite, on verra concrètement qu'est-ce qu'on a mis en place pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et aussi la réalité virtuelle pour nos techniciens. Alors, pour le contexte général, donc le principe, c'est que déjà le groupe, en fait, alors déjà ce contexte global du projet, il a été commencé fin 2016, il a continué 2017. Au départ, ce qu'on cherchait au niveau de l'école des métiers techniques et je dirais d'Orange, bien sûr, c'est une attractivité de la formation, parce que c'est vrai aussi que le numérique est une façon d'attirer et de rendre ludique la formation, mais aussi bien sûr de la montée en compétences, évidemment, puisque ça reste de la formation, surtout en savoir et savoir-faire sur la partie technique. On a une volonté aussi de réduire les coûts globaux de la formation, notamment, et Loïc l'a abordé, c'est le matériel. Quand on est dans les produits et les services techniques, effectivement, un DSLAM, qui est un produit en fait pour l'Internet haut débit, ou des fibres, ou matériel fibre, ça coûte cher et c'est très difficile d'avoir autant de matériel que de personnes. Ensuite, bien sûr, il fallait déployer, et c'est le but final de la montée en compétences, c'est déployer et la maintenance des réseaux, et l'évolution des réseaux va très vite, notamment avec le numérique. Et bien sûr, derrière le déploiement et la maintenance, avec une montée en compétences, on a une satisfaction des clients, et c'est bien sûr ce qu'on cherche au niveau du groupe. Le deuxième point, c'est bien sûr
Garantir la sécurité, parce qu'on voit bien que dans la formation, Loïc l'a abordé, mais c'est un point qu'on reviendra à la fin, c'est effectivement garantir la sécurité des personnes, voire du matériel, mais les personnes sont très intéressantes, et la réalité augmentée, la réalité virtuelle permet effectivement cette garantie en les mettant dans des situations plus compliquées, plus complexes, voire je dirais, où il n'y a pas de sécurité, il y a même des défauts de sécurité, mais là, vous ne mettez personne en cause. L'objectif du groupe Orange, si on le réactualise aujourd'hui, mais c'est parce que l'accélération du digital dans la formation arrive, mais surtout aussi c'est que le digital arrive partout, donc il y a une transformation culturelle, et donc on identifie des compétences clés, hein, c'est important, et toutes les entreprises aujourd'hui sont en train d'identifier ces compétences clés, ce qui veut dire après que ça touche la formation, et puis aussi des expertises par rapport à des défis technologiques, parce qu'effectivement, le numérique aujourd'hui intervient dans la structure interne de l'entreprise, avec les relations aussi avec les clients, avec les partenaires, avec l'ensemble de l'écosystème. Et c'est important d'identifier ces compétences qui viennent compléter, et c'est souvent des nouvelles compétences, qui viennent compléter des métiers existants, mais aussi et surtout des nouveaux métiers. Donc ça, c'est un contexte aujourd'hui du groupe Orange. Je prends deux exemples, parce que là, on en a mis, c'était assez ancien, mais bien sûr, tout ce qui est autour de la virtualisation des modèles de cloud, tout ce qui est autour aujourd'hui du développement des applications mobiles, des applications, et tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle et du big data sont des expertises aujourd'hui qu'on recherche. Et d'ailleurs, la formation, il faut avant traiter aussi le recrutement, et souvent on utilise quelques contenus de la formation, ce qui est le cas dans la réalité augmentée tout à l'heure, pour aussi présenter, attirer effectivement des nouveaux, des jeunes sur le sujet. Donc, sur cette, j'ai repris juste en rappelant aussi que la stratégie du groupe, elle a été affichée pour tout le monde, c'est qu'en fait, on va mettre 50% de nos formations vont contenir des modalités digitales avant fin 2018. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes digitales, je le reconfirme, c'est-à-dire qu'on est bien dans des modalités souvent en blend learning, avec un mélange de présentiel, avec des modalités différentes, parfois en classe virtuelle, parfois avec la réalité augmentée, avec des sessions différentes, mais aujourd'hui, on a pratiquement 50% de nos formations vont contenir une modalité digitale, parfois à distance, parfois digital en présentiel. Voilà, je voulais juste redonner ce contexte parce que c'est important. Ça veut dire aussi que on va utiliser différentes modalités numériques. Ça peut aller à une Digital Academy avec des petites vidéos du QCM et des visas de compétences. On peut faire du serious game. On peut aller utiliser des partenaires comme Klaxoon pour faire de l'animation. Donc, je voulais vous resituer aussi ce contexte beaucoup plus global. Maintenant, on va passer sur la partie effectivement de l'expérience d'apprentissage. La réalité augmentée, en fait, permet aussi de mettre des contenus avant, pendant, après la formation. Et ça, c'est aussi très intéressant, parce qu'on le reverra, c'est ce qu'on a utilisé sur la réalité augmentée avec nos techniciens. Ensuite, on combine bien, et on l'avait dit, le digital et le présentiel, c'est toujours important, et c'est aussi important parce qu'on a une transformation aussi de jeunes que l'on doit attirer vers ces métiers. Je pense que le groupe Orange aujourd'hui, que ce soit dans la cybersécurité, que ce soit dans les métiers de la fibre, on essaie d'attirer effectivement des jeunes, ensuite qu'on doit recruter, mais qu'on doit former et qu'on doit fidéliser. Et utiliser des outils numériques comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle, c'est aussi une façon de leur faire découvrir les métiers, de leur faire apprendre des compétences différemment. Ce n'est pas la solution miracle, il faut que ce soit mélangé dans une formation en blended learning, mais c'est important de l'avoir et nous, pour un groupe, c'est aussi important d'avoir cette notion recruter, fidéliser, former. Ensuite, il y a effectivement une chose importante aussi, c'est de faire des communautés d'apprentissage. On voit bien que le digital permet de faire des communautés pour que les apprenants apprennent entre eux. Et dans le cadre de la réalité augmentée pour nos techniciens, c'était important que les techniciens puissent échanger parce qu'ils ont des parcours. Avant la classe, ils créent une sorte de communauté de formation. Et ensuite, quand ils ont été formés, ils font partie d'une communauté en fait de techniciens dans leur métier. Et on voit bien que le digital, que ce soit à travers des réseaux sociaux, à travers des outils que l'on met en place, à travers
la tablette, puisqu'on a utilisé des tablettes pour la réalité augmentée, c'est une façon de créer des communautés d'apprentissage et ensuite des communautés de métiers. Et c'est très important pour un groupe comme Orange de créer ces communautés parce que c'est une façon de mieux apprendre, de créer aussi ces communautés. On apprend mieux effectivement des autres, qui est une communauté animée par des pédagogues, mais c'est aussi important que les échanges se fassent entre des acteurs des métiers et ils ont énormément de choses à s'apprendre entre eux et ça c'est un gros bénéfice. Donc, je viens maintenant au projet concrètement de la réalité augmentée qu'on a mis en place à l'école des métiers techniques. Donc l'école des métiers techniques d'Orange comporte en fait, on a plusieurs écoles, on a des écoles de management, des écoles effectivement à l'international, et on a des écoles métiers, de la vente par exemple, mais on a donc l'école des métiers techniques qui regroupe en fait tout ce qui est autour du réseau, que ce soit la fibre, que ce soit l'internet, que ce soit le réseau commuté. Donc on forme. Et jusqu'à présent, jusqu'à peu près fin 2016, on formait bien sûr en présentiel pratiquement uniquement. Donc l'objectif, c'était de former en fait des techniciens avec des modalités qui étaient numériques et qui étaient aussi, je dirais, plus attractives. La deuxième chose, c'est que, on l'a dit au début, c'est que le matériel, quand vous formez effectivement sur des matériels Internet, soit vous prenez du matériel qui n'est pas connecté au client. Et évidemment, le dupliquer coûte très cher. Voilà. En plus, vous pouvez le casser, donc le faire en virtuel est une façon aussi de ne rien casser. Vous pouvez le casser virtuellement, mais au moins vous ne cassez pas le matériel. Et puis deuxième chose, c'est que tout simplement ce matériel, ça permet en le virtualisant de le mettre en commun et ça évite. La deuxième chose, j'ai dit, au mieux, c'était si vous n'avez pas de client. Et ça nous arrivait de former des techniciens, notamment sur des autocommutateurs téléphoniques, qui étaient déjà raccordés aux clients. Et là, vous pouvez couper les clients en formation. Vous voyez bien l'impact que ça peut avoir. Donc le digital nous a permis, à travers ces réalités augmentées, de travailler sur du matériel virtuel qui donc coûte moins cher et mis à disposition. On peut mettre des process effectivement et des sessions de formation. Vous ne perturbez ni un client, ni éventuellement, l'apprenant dans des sessions où il va apprendre un process. Et par exemple, s'il se prend un petit coup de jus électrique, c'est moins gênant de le faire virtuellement que de le faire effectivement sur du matériel réel. Patrick ? Donc oui. Juste une petite question qui arrive comme ça au fil de l'eau. C'est vrai que je vous dis que c'est peut-être le moment d'y répondre. En fait, on n'a pas dit en introduction finalement c'était quoi la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est peut-être évident pour certains, mais peut-être pas pour tous. Je pense qu'on peut le rappeler là maintenant. Bien sûr. Donc la réalité augmentée, c'est que vous prenez un environnement qui effectivement est réel, donc c'est une salle de classe, et vous allez y rajouter une image. Alors vous le verrez dans le deuxième slide qui est juste derrière, vous allez rajouter une image qui, elle, est virtuelle. Donc vous rajoutez du virtuel dans un environnement réel. Donc ça peut être une salle de classe, mais ça peut être la visite des châteaux de Versailles. Vous êtes au château de Versailles et vous allez sur une tablette rajouter devant le château de Versailles, effectivement, les statues ou la cour virtuellement dans une photo qui est, elle, réelle, enfin, une photo ou un environnement réel. La réalité virtuelle est complètement virtuelle, c'est-à-dire c'est 100% recréer un environnement qui, lui, est complètement à 100% virtuel. Donc voilà la différence entre les deux. Vous allez le voir dans le slide d'après dans la réalité augmentée, puisque vous allez voir la tablette. Vous le voyez un tout petit peu là en plus petit, mais vous allez voir en plus grand. C'est que vous voyez à gauche, en bas, alors je vais essayer d'utiliser la petite... là, il y a une petite flèche. Alors, ici, voilà. Vous avez la tablette qui elle-même, vous voyez, est en train, dans une salle de cours, de viser une affichette. Et cette affichette vous restitue sur la tablette effectivement un matériel qui lui est virtuel. Donc on est bien en réalité augmentée puisque là vous êtes en fait dans un environnement réel et vous rajoutez du virtuel en fait et de l'augmentation d'informations. Voilà. Reprendre. Merci pour la définition. De rien. Je pense que c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que les deux sessions, justement, sont un tout petit peu différentes. Donc, nous, on formait nos techniciens et on forme toujours nos techniciens en présentiel. Mais certaines sessions pédagogiques intègrent justement une partie, effectivement, de formation en réalité augmentée sur du matériel. Puisqu'ils ne retirent pas après, qu'ils vont aller sur un matériel qui va être réel. Et là, ils vont pouvoir revoir la mise en œuvre d'un savoir-faire et de process, effectivement, sur du matériel réel. Donc, on est bien sur
sessions pédagogiques qui mélangent les deux. Ce que je voulais resituer quand même aussi, c'est que je dirais, pourquoi on est parti aussi sur la réalité augmentée assez tôt, c'est que tout simplement c'était dans le cadre d'un plan d'investissement d'avenir des PIA, qui était dans les nouveaux cursus pédagogiques. On a travaillé avec des partenaires, donc la Laval Virtual, qui est quand même une référence aujourd'hui en France sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, et un partenaire d'une start-up qui est Onyx, avec qui on a travaillé sur la mise en œuvre, puisqu'après, ça demande en fait de travailler le process métier, de connaître effectivement ce que sont les métiers, et donc ça nous a permis de mettre un groupe projet, bien sûr de pédagogues, mais aussi de personnes métiers, qui est donc sur le cadre des matériels en fait ADSL au débit. Ça nous a permis tout simplement de prendre quel était le bon process, ensuite de le numériser, de le faire travailler par Onyx pour qu'il puisse l'intégrer dans de la réalité augmentée, qui ensuite est restitué en fait sur une tablette. Le choix aussi de la tablette. On n'est pas obligé de faire de la réalité augmentée, on peut le faire sur du mobile, on peut le faire sur des tablettes. Le choix d'Orange, et c'est pour ça, c'est un choix par rapport à notre structure, c'est que les techniciens avaient déjà des tablettes pour faire de l'intervention client. Donc on a déjà utilisé un matériel qui était déjà utilisé dans les interventions clients, ce qui nous permettait d'anticiper le fait que quand vous êtes en formation, vous pouvez utiliser effectivement une tablette avant la formation en classe inversée. Vous allez pouvoir l'utiliser en formation, mais vous allez pouvoir l'utiliser en intervention client, puisque l'outil proprement dit qui porte la réalité augmentée est toujours existant. Ce qui est la même chose, on a aujourd'hui un travail sur la réalité virtuelle pour la pose de fibres. On a dès le départ pensé à la formation, à certains contenus qui nous servent aussi à faire découvrir les métiers de la fibre pour recruter. Après, on utilise la tablette pour faire de la formation, classe inversée ou en formation. Et ensuite, on va utiliser la tablette pour aller faire des interventions clients et même parfois auprès de nos sous-traitants de faire du service client. Donc, on a aussi réfléchi entre les process métiers et les process de la formation. Il faut souvent les faire travailler ensemble et c'était l'occasion de le faire sur de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Donc, ce qu'on fait, je vais vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vais reprendre ma petite flèche. Bon, elle est là. Alors là, vous le voyez un petit peu plus. Donc, vous voyez, on fait donc, hop, on prend la tablette pour la session de formation. Ah, j'ai dû décaler, pardon. Je ne sais pas quand je remonte. Voilà, non. Problème de... Chaque fois, hop, voilà. C'est moi. Je n'ai pas encore toute l'habitude. J'ai une main, là, bon, peu importe. Je ne sais pas si vous voyez une main ou j'ai plus la flèche, mais j'ai la petite main. Donc, vous voyez bien qu'ici, à gauche, on a un écran, en fait, fixé au mur. Cet écran fixé au mur permet, à partir de la tablette, d'aller chercher la réalité augmentée que l'on veut rendre sur la tablette. Donc, en fixant cette petite affichette, le technicien, en fait, va pouvoir, sur sa tablette, faire apparaître ce que vous avez à droite. Ce que vous avez à droite, c'est un écran, copie d'écran effectivement, qui apparaît sur la tablette. Vous avez le matériel qui apparaît pratiquement en 3D, que vous pouvez faire bouger en fait, puisque en fait, à un moment donné, vous allez même pouvoir rentrer dans du détail que vous ne pourriez pas faire en réel, c'est-à-dire aller voir la carte, par exemple. Là, si je prends ce qu'on voit sur la droite, on voit des cartes. Ben là, avec la tablette, vous allez pouvoir rentrer dans les cartes et voir même les composants, puisqu'effectivement, cette réalité virtuelle permet de faire des choses qu'on n'a pas en réel. Deuxième chose, c'est que vous avez en fait à votre droite de l'écran, donc de cet écran, un process, et c'est là que c'est intéressant dans la formation, c'est-à-dire qu'en plus de travailler sur du matériel virtuel, de faire acquérir des compétences et du savoir de matériel, de constitution d'éléments, de références, de tout ce qu'on peut trouver en fait en tant que technicien, vous allez avoir après un process qui vous est détaillé et qui va se faire étape par étape, et chaque étape permettra de montrer et de faire intervenir le technicien dans l'ordre du process. Et ça, c'était important aussi pour nos techniciens, c'est que vous avez aussi, bien sûr, de connaître le matériel, mais en même temps, de bien faire connaître et le comportement par rapport à un process industriel qui est bien, je dirais, organisé et qui est très important à faire. Donc en fait, on a couplé
la processus métier de la partie formation. Ce qui est intéressant, c'est que là, les techniciens vont d'abord voir le matériel en virtuel, ensuite l'intervention en virtuel. Donc là, je ne peux pas vous le faire, mais on voit des petits tournevis, par exemple, qui détaillent une carte, qui retirent la carte après avoir mis un bracelet antistatique pour ne pas se prendre une décharge électrique. Donc, toute cette notion de processus et de manipulation, ils l'apprennent. Ensuite, ils le revoient pour bien comprendre et refaire la manipulation dans le bon sens. Et toute cette intervention, ils pourront l'utiliser avant intervention, si jamais ils veulent revoir le processus et ce qu'ils ont appris, et ils pourront même le faire en intervention, puisque parfois il y a des interventions que vous avez appris, et vous avez mis peut-être 6 mois et vous avez oublié ce que vous avez appris, donc ils peuvent revenir en fait sur une intervention bien spécifique. Donc c'est aussi un outil de formation qui est bien inclus dans un processus industriel de chez Orange. Ça c'était très important pour nous. Donc on l'a fait sur du matériel Internet haut débit, on l'a fait sur du matériel, donc c'est des matériels Huawei ou du matériel Alcatel. Je vous dis ça pourquoi? Parce que tout simplement il y a des mises à jour, le matériel change, alors, pas tous les jours heureusement, mais il change tous les 6 mois, vous pouvez avoir des petites différences. Ce qui veut dire aujourd'hui que l'application qu'on a mis en place avec Onyx et les directions des métiers est mise sur un store à disposition des techniciens une fois qu'ils ont été formés. Et ça veut dire aussi qu'on est capable de mettre à jour l'ensemble de la formation quand effectivement on a une modification en fait sur le matériel. Ça c'est important parce que ça veut dire que le technicien, quand il va intervenir chez le client, on a aussi une mise à jour de ce qu'il a appris. Et donc c'était un complément entre encore la formation, la mise à jour, et ça on a utilisé en fait un store, donc ce qu'on appelle un portail intranet, mis à disposition de nos techniciens. Le point derrière, c'était de rappeler qu'effectivement, c'est important, on met à disposition en fait la tablette et les modalités de réalité augmentée. On ne le fait pas forcément sur que le matériel, on va le faire sur le processus global pour leur présenter à travers une réalité augmentée ou une réalité virtuelle l'ensemble des processus, où se situe le client, où se situe le central France Télécom, enfin Orange, à quel moment ils vont intervenir pour qu'ils comprennent bien l'ensemble. Mais ça leur permet de se familiariser avec la solution, parce qu'il y avait quand même un point non négligeable dans cette formation, c'est qu'il faut savoir que nos techniciens ont une moyenne d'âge de 40 à 50 ans. Et donc, utiliser des outils numériques n'est pas gagné d'avance, hein, même quand on est technicien chez Orange. Ce qui veut dire que ça, c'est un point très important aussi à prendre en compte quand on met en place sessions de formation, réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est quel est le type d'apprenant que vous avez et ne jamais partir sur des prérequis comme quoi ils maîtrisent complètement l'outil numérique, une tablette, un mobile. C'est important de le rappeler et il faut leur donner et se familiariser avec des solutions qui mettent du numérique. C'est valable d'ailleurs, pour tout vous dire, même pour des jeunes. Quand on a des jeunes qui aujourd'hui ne prenaient pas l'a priori, quand vous mettez de la réalité virtuelle, qui savent utiliser de la réalité virtuelle pour aller effectivement apprendre quelque chose, parfois c'est plus pour aller voir que de la vidéo. Donc ce n'est pas dû forcément à l'âge, hein, c'est une question. Et puis bien sûr c'était avant, c'est pour anticiper et que tous les apprenants se retrouvent dans une situation de classe à peu près déjà préparée pour que l'apprenant de l'école des métiers, enfin le pédagogue de l'école des métiers, interviennent tout de suite sur comment ils vont faire les process, apprennent vraiment les compétences en fait de matériel et les compétences d'intervention. Ça c'était important de les familiariser avant. Pendant, on va bien sûr utiliser, je vous l'ai dit, la tablette à des moments de la formation, notamment des travaux pratiques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire à un moment donné de l'intervention sur du vrai matériel. Et puis le point important, c'est effectivement l'après. Alors le point important aussi, c'est que l'apprentissage, on doit toujours y revenir et faire ces sessions avant, pendant, après, voire après en intervention. C'est une façon aussi d'ancrer cet apprentissage dans les mémoires et dans les réflexes. Ça, c'était hyper important. Le deuxième, c'est développer des compétences. Alors, le recul qu'on a, que ce soit sur les métiers techniques, sur les matériels ADSL, que ce soit sur les métiers de la fibre, on voit que la réalité augmentée, la réalité virtuelle correspond énormément à très bien d'apprentissage pour des techniciens parce qu'on a du matériel. Donc on va avoir des économies de matériel. On correspond très bien
à des notions de sécurité, l'apprentissage de la sécurité, que ce soit dans des process industriels, mais on a aussi sur des process d'intervention électrique, sur des process d'intervention dans des milieux plutôt, je dirais, confinés ou avec éventuellement compliqués. On voit bien que là, la réalité augmentée et la réalité virtuelle est une vraie source qui va apporter beaucoup de choses à l'apprentissage parce que vous pouvez leur faire des erreurs, vous allez pouvoir leur faire apprendre ludiquement, entre guillemets, et aussi en immersif. Et on voit bien que l'immersion est une façon aussi d'apprendre, comme c'est une façon quand on se trompe. Donc c'est aussi ce recul qu'on a. La réalité augmentée, la réalité virtuelle n'apporte pas toujours la réponse excellence pour la formation, mais dans ces domaines d'apprentissage, avec notamment des notions de sécurité, ça c'est hyper important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les retrouve d'ailleurs dans les écoles de médecine. Hein. Par exemple, former effectivement en réalité augmentée et réalité virtuelle, c'est parce que, à un moment donné, il vaut mieux le faire en virtuel que d'avoir un malade, un réel. Voilà. Donc, je voulais vous donner un peu ce retour. Et puis, je pense que les questions viendront peut-être là ou peut-être après. Là, je ne sais pas. Loïc. Elles sont là, il y en a déjà pas mal. Là, je peux commencer à te les relayer, là, si tu veux. Alors, oui. Donc, il y en a une première, ça j'en ai relevé quelques-unes, on va les trier dans ce ordre-là. En fait, les questions économiques, du coup, tu les as déjà un petit peu abordées en parlant du coup des plateaux techniques, des matériels et les problèmes de mise à jour de ces matériels qui évoluent très régulièrement. Donc, parce que Rémi nous pose la question, apport de la VR et de l'AR en termes de formation, quid du modèle économique. Donc on voit bien qu'il y a des économies sur des plateaux qu'il faut mettre à niveau tout le temps. Oui. On voit bien qu'il y a peut-être une économie en termes de la RSE sous l'angle moins d'accidents si c'est à risque, etc. En fait, peut-être qu'on est éventuellement mieux formé, comme tu viens de le dire, parce qu'on est mieux immergé, on peut apprendre en faisant des erreurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à rajouter par rapport au modèle économique ? Alors, il y a le retour aussi, mais alors tout ça c'est à mesurer, c'est effectivement le retour par rapport à l'intervention client, parce que je disais effectivement quelqu'un de mieux formé aujourd'hui, surtout sur des outils qui sont déjà utilisés, va avoir à un moment donné une meilleure intervention ou va se reformer sur l'intervention, ce qui fait qu'on a une satisfaction client, et ça c'est c'est très important. On commence à mesurer sur la fibre la prise, je dirais, le fait d'intervenir et de pouvoir donner des compléments à un client. Ils vont pouvoir un peu, je dirais, commencer pratiquement une vente complémentaire. Hein. Donc on voit bien qu'il y a un retour aussi de ce côté-là. Après, derrière, on a un retour, je dirais, important, ce qui est la numérisation de ce savoir de process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait besoin, chacun intervenait dans des process un peu comme il voulait. Là, on se retrouve à numériser, et ça, c'est hyper important, parce que ça veut dire qu'on va avoir une mutualisation de process, d'apprentissage lié à ces process, et c'est très important. Oui. Parfait, c'est super. Ouais, donc on voit bien. Alors, là, je vais quand même répondre à Rémi indirect. Que tout le monde cherche. Ouais. Oui, en fait. Alors maintenant, c'est un coût. Performance des techniciens à travers la formation. Bien sûr. Alors après, un coût, parce que je pense que derrière, il y avait aussi que ça coûte. Hein, et oui, il y a un prix, hein, bien sûr. Le prix est alors grosso modo, sur une application réalité augmentée pour des matériels ADSL, on a à peu près mis 19 jours hommes de pédago chez nous, aussi un peu métier, mais on les a pas comptés là-dedans. Et puis derrière, ça nous a coûté à peu près entre 15 et 16 kilos euros pour le travail, je dirais, de numérisation, de tournage des vidéos du matériel qui après est intégré dans de la réalité augmentée. Voilà à peu près, hein, pour avoir quand même les gains. Donc après, amorti sur des milliers de techniciens, c'est pas grand-chose. Donc si on réélargit du coup cette question-là, donc on a du coup Maggi qui nous posait la question de dire quelle est votre démarche pour virtualiser un process ou une manipulation ? Coût, durée, cahier des charges, etc. Quelle est la démarche, en fait, le processus pour mettre en place une expérience d'apprentissage de ce type-là ? Pas seulement sous l'angle du coût. Non. Combien de temps ça va prendre pour arriver à faire un projet comme ça ? Et est-ce qu'il y a des cahiers des charges, etc. Alors, nous, on a mis pour ce projet, on a d'abord une démarche, alors je vous l'ai dit, entre quel est le cadre que l'on veut faire et quels sont les objectifs pédagogiques, mais aussi métiers qu'on veut obtenir, puisque ça, c'est ça qui va quand même nous guider. Ensuite, on va faire travailler en parallèle les directions métiers, processus et les directions pédagogiques. Là, ça nous a mis, effectivement, je crois, on a eu à peu près 1 à 2 mois quand même. Ensuite, on a eu tout ce qui était écriture, je dirais des actes métiers d'un côté et écriture des parties pédagogiques, hein, comment ça allait se faire. Et là, après, on a passé ça à notre partenaire Onyx, avec bien sûr, nous, on pilotait.
Cette partie, en fait, tournage vidéo dure à peu près, mise en œuvre, dure à peu près 1 mois ou 2, à peu près, on va dire 2 mois. Ensuite, on valide l'ensemble. Est-ce que ça correspond bien au processus métier et au processus pédagogique d'acquisition de compétences? Ensuite, on valide tout ça. Ne pas oublier, en parallèle de ça, de faire de la communication. C'est-à-dire que si on n'avait pas communiqué, il est important de communiquer vers les managers de techniciens, vers les techniciens, comme quoi on va mettre en œuvre des solutions numériques d'apprentissage et de processus métier. La partie com est une partie de réussite aussi du projet, qui est loin de la formation, mais qui est très importante, de rappeler pourquoi on fait ça, et ça les met en fait, je dirais, dans le contexte. Ensuite, une fois qu'on a mis ça, on a mis en œuvre, on a été bien sûr mesuré, on a mesuré après formation, donc là ça veut dire qu'on a eu à peu près 6 mois, entre le moment où on a lancé et le moment où on a, je dirais, les premières formations qui se font. Ensuite, on a de la validation de qualité tout de suite à chaud avec les apprenants, et ensuite on les réinterroge après pour quand ils ont été, je dirais, à peu près 3 mois de travail et d'intervention. Est-ce que ça a correspondu? Est-ce qu'il faut encore faire évoluer? Ce qui fait qu'on s'est redonné à peu près 6 mois pour faire évoluer, je dirais, grosso modo, l'application, ce que ça pouvait faire, à quel endroit. Et puis bien sûr, on a entre tout ça un comité de pilotage qui est régulier pour puis faire un bilan, voilà, et le bilan économique en fait partie. Donc grosso modo, on a mis 1 an. Donc, ça répond à la question de Malvina. Donc effectivement, entre l'idée et son déploiement, généralisation, en fait, à peu près 1 an. Oui, c'est ça. Et si je résume du coup le coût, c'est quelqu'un qui redisait sans détour, comment avoir sans détour un coût, sans détour un coût. Oui, mais c'est pour ça que Bon, j'ai attendu après, la ça question. dépend un peu du coût de vos experts, en fait. On ne peut pas forcément transposer comme ça partout, mais selon que vos experts métiers ont un coût horaire journalier, on va dire, de 500 à 1000 euros au jour, et qu'on a une petite dépense pour un développement, on va dire donc, grosso modo, vu les 20 jours de pédago, donc c'est 10 à 20 cas de pédago, plus autant en fait en développement IT. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ça vous donne un peu une équation, quelque part entre 20 et 40 cas au total. Quoi. Selon le coût de vos experts métiers, le niveau techno que vous allez choisir. Ouais. C'est bien résumé. Donc, oui, c'est bien. C'est pour ça que je savais la question allait arriver, donc j'ai un peu anticipé, mais ça a été plus loin dans l'estimation. Oui, comme en fait Anne a des soucis de connexion, j'ai l'impression. On va continuer avec quelques autres questions là. Patrick, si tu veux bien. C'est bon de mon côté en fait. Ah ok, je vais encore en poser une, alors puis après je passe la main. Oui. Donc du coup, on voit bien finalement comment cette techno, les usages et tout ça, la tablette, ça s'émerge entre finalement le terrain, la salle de cours, l'avant, le pendant, l'après. On voit la numérisation des processus. Finalement, est-ce que tout ça, du coup, ça n'a pas aussi peut-être un impact sur la fiabilisation, les process qualité, tout ça, l'amélioration, la standardisation des opérations aussi? Tu l'as pas évoqué trop, mais... Oui, alors c'est pour ça que j'ai parlé de processus métier, mais bien sûr que ça a une démarche qualité. Alors j'en ai un peu parlé au côté client, mais bien sûr que ça a aussi un impact sur l'ensemble de la qualité. Alors j'en ai parlé en fait en décousu, c'est-à-dire qu'on a aussi le fait de formaliser les process métiers, parce qu'on est comme toute grande entreprise d'ailleurs au sens large, c'est les départs en retraite, ne pas l'oublier, cette transmission en fait d'informations, de savoir. Elle est valable côté bien sûr pédagogique, mais elle est valable dans les métiers. Et là, c'était important aussi de faire travailler les deux en même temps, permet aussi de numériser. Et cette numérisation permet d'apporter une qualité de transmission, d'abord de travail en commun, d'anciens et de nouveaux, de transmission parce que du coup, on se pose des bonnes questions, on regarde tout et on numérise. Donc derrière, c'est effectivement à disponibilité. Et ça, c'est hyper important parce que jusqu'à présent, quand vous avez, je dirais, de l'intervention, parfois c'est quand même très, les papiers, les slides, c'est pas tout à fait aussi organisé et la qualité n'est pas aussi bonne. Voilà, c'est un peu le retour qu'on a. Ok, merci. On reviendra peut-être à la fin pour une question un peu plus générale. On va passer la parole là maintenant à Anne, donc, qui va nous présenter un autre tour d'expérience, donc du coup dans un autre secteur, mais qui est aussi sur un ensemble de métiers assez techniques. Donc, oui, bonjour. Je fais une tentative. Bonjour à toutes et à tous. Je fais une tentative d'activer la caméra parce que tout à l'heure, lorsqu'on l'activait, on perdait la connexion, mais ça a l'air de tenir. Merci pour votre écoute tout d'abord et je voudrais vous présenter ce cas client Renault. Alors nous l'avons choisi parce que d'abord, Renault est un client depuis plus de 22 ans
de Stras. Et finalement, c'est chez ce client-là que nous avons développé l'ensemble de nos savoir-faire. Nous l'accompagnons donc pour la transformation des métiers, des usines au point de vente, dans la transformation digitale. Et nous participons aussi, grâce à nos applications, à l'amélioration de leurs expériences clients. Donc dans la transformation des métiers, tout ce qui touche à la formation, on intervient de l'ingénierie jusqu'à la prévente, en passant par la logistique, la supply chain, etc. On a développé de très nombreux programmes de e-learning, des serious games et autres modalités digitales. Et on intervient également en formation dans le parcours client, puisqu'on développe des contenus destinés au client final pour qu'ils s'approprient leur véhicule, notamment à travers les fonctionnalités avancées des véhicules connectés, des aides à la conduite et les spécificités des véhicules électriques. Donc un point de détail là-dessus, c'est que certaines de ces formations qui sont à destination des clients sont produites en mutualisation avec des contenus qui concernent les collaborateurs du réseau, puisqu'il y a en fait un certain nombre de contenus communs. Donc voilà pour l'introduction. Si on peut faire avancer le slide suivant, parce que je ne suis pas sûre d'avoir la main. Je vais le faire, voilà. Juste, voilà, celui-ci. Donc je voudrais replacer le cadre du travail qu'on a fait dans ce cas client, puisqu'il s'agit ici d'un projet de R&D dans le cadre des fonds uniques interministériels, donc avec un soutien des autorités publiques dans le cadre des fonds interministériels, avec une labellisation Cap Digital. Et l'objectif de ce projet était de développer des formations en réalité augmentée sans marqueur. Alors ces deux petits mots sans marqueur ont quand même leur importance, puisqu'il s'agit notamment de là en l'occurrence on s'est appuyé sur les algorithmes développés par le CEA, mis en pratique par Diota, qui sont deux des partenaires du consortium qui a développé ce projet. Et ça signifie en fait qu'on est en mesure de pouvoir développer des applications en réalité augmentée sans avoir besoin de placer des marqueurs sur l'environnement réel, la réalité virtuelle se calant en reconnaissance de forme sur le réel. Voilà donc pour les partenaires, Renault, bien sûr, à nos côtés, le CEA, Diota, l'IRIT, qui est un académique, un laboratoire de l'Université de Toulouse, et puis notre filiale de développement informatique, Cocopelli, et le projet s'appelait CIMEC, et il est aujourd'hui terminé. Donc, Anne, oui. vous pouvez nous dire là, juste avant de passer à la suite, ce qu'est un marqueur? Alors un marqueur, c'est en fait un élément qui est posé sur un élément du réel et qui va permettre au programme de réalité augmentée de pouvoir se caler sur ce réel pour pouvoir plaquer des contenus numériques sur la réalité réelle. Alors, c'est une contrainte parce que ça implique qu'à chaque fois qu'on veut faire de la réalité augmentée, il faut qu'il y ait un marqueur dans l'objet qu'on veut augmenter. Là, en l'occurrence, l'enjeu, c'était justement de pouvoir faire de la réalité augmentée sans marqueur, de façon à ce que les batteries de série des véhicules électriques qui n'ont en fabrication de série pas de marqueur et sur lesquels il n'est pas forcément très facile de poser des marqueurs, puissent malgré tout reconnaître les applications de réalité augmentée qu'on a développées. Voilà, c'est un enjeu technique qui était assez fort. Alors si on passe sur le slide suivant, on rentre un peu directement dans le vif du sujet. Je ne sais pas si j'ai la main sur les slides en fait. Oui, voilà. Je peux vous les passer si vous voulez, Anne. Oui, mais je crois que ça avance. Merci Loïc. Donc en fait, on a développé un dispositif de formation pour les techniciens habilités véhicules électriques. Ce dispositif se déroule en 3 phases. Tout d'abord, la préparation et la découverte de l'intervention et des opérations de réparation. Là, on a développé un serious game 3D. Ensuite, la deuxième phase, c'était l'apprentissage en lui-même au poste de travail grâce à la réalité augmentée. Et enfin, l'assistance à la maintenance grâce également à la réalité augmentée. Nous avons développé ces 3 phases-là, bien sûr, en coordination avec Renault, et ça correspond complètement à leurs besoins métiers.
Voilà. Ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que en fait, ces techniciens habilités ont reçu une formation en présentiel et ont été habilités pour intervenir sur les batteries électriques, ce qui est un contexte particulier puisque ces batteries font 400 volts, donc c'est des conditions particulières d'intervention. Et en fait, entre le moment où ils ont reçu leur formation et leur habilitation et le moment où ils auront à intervenir sur les batteries électriques, il peut se passer plusieurs mois, peut-être même 2 ans. Donc Renault a besoin de maintenir à niveau ses techniciens dans son réseau. Alors je reviens sur la première phase, après avoir replacé cet objectif majeur dans le projet. Et cette première phase, donc c'est un serious game en 3D qui va permettre aux techniciens de s'entraîner à leur rythme, comme dans le réel, sur cette première phase qui est en amont de l'intervention. Donc en amont de l'intervention, le technicien doit tout d'abord bien connaître toutes les procédures nécessaires à appliquer pour faire ses interventions sur les batteries électriques. Il doit aussi être complètement familier avec les équipements personnel qu'il va devoir prendre, avec lesquels il va devoir s'équiper, puisqu'il s'agit bien effectivement d'équipements tout à fait spécifiques pour ce type d'intervention particulière. Donc le jeu, là, va lui permettre de se familiariser avec ces équipements. Il va également permettre de pouvoir répéter tous les choix d'outillage spécifiques qui sont ceux nécessaires pour intervenir sur les batteries électriques. Il va apprendre à sécuriser la zone d'intervention, ce qu'on voit dans les des screenshots que vous avez à droite, etc. Donc en fait, c'est vraiment un refresh de formation qu'il va pouvoir faire à loisir, en fait, autant de fois qu'il le souhaite, pour s'entraîner. Ensuite, en phase 2, l'application en réalité augmentée pour la formation technique, l'entraînement technique. Alors, comme je le précisais tout à l'heure, les batteries font 400 volts, donc avoir des batteries déchargées, c'est pas toujours facile, ça peut coûter cher. S'entraîner sur des batteries chargées, c'est pas possible ou très compliqué parce que ça demande à mettre en place un périmètre de sécurité et de toute façon on ne peut pas toucher les batteries, enfin, etc. Donc de fortes contraintes de sécurité, c'est un des moteurs essentiels pour utiliser la réalité augmentée et se former sans risque. La réalité augmentée, dans le cas présent, permet aussi de garder le réel perceptible, c'est-à-dire qu'en fait, à l'aide d'un dispositif, tablette, lunettes, etc., on perçoit tous les éléments de scénarisation pédagogique qui s'affichent dans l'interface. On peut interagir avec ces éléments numériques, en fait, de scénarios, d'éléments d'interaction. Et en même temps, on a malgré tout en visibilité permanente l'objet réel, ce qui fait qu'on se forme véritablement sur l'objet réel en bénéficiant des avantages de la virtualité. Nous avons déroulé des scénarios qui sont basés en fait sur les méthodes de réparation, puisqu'il s'agit bien de cela, il s'agit de réparer, d'apprendre à réparer les batteries. Donc là, c'est les méthodes de réparation qui sont intervenues pour collaborer sur le développement de ces scénarios pédagogiques. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer les méthodes, il s'agit bien quand même de les transformer en scénarios pédagogiques. On se comprend bien là-dessus. Et puis ensuite, la réalité, le dispositif permet d'avoir une formation soit individuelle, soit collective, dans la mesure où il peut y avoir plusieurs stagiaires, plusieurs apprenants qui se forment autour de la batterie collectivement, et ce qui permet aussi l'intervention d'un tuteur, qui n'est pas du tout exclu. Ça peut être en autonomie ou avec un tuteur, ça peut être individuel ou collectif. Donc il y a des modalités de formation qui sont assez intéressantes grâce à ce dispositif. Alors, voilà. Maintenant, j'aborde une deuxième valeur d'usage finalement de ces applications,
que l'on a déroulé à partir des premiers. Il s'agit d'une application sœur, en quelque sorte, mais pas tout à fait, qui n'est plus là à vocation pédagogique, mais plutôt d'assistance à la maintenance. C'est-à-dire qu'à partir des mêmes données, des mêmes data, et finalement même des mêmes éléments de contenu, on a développé une application qui permet, au-delà de la formation, aux techniciens sur le terrain en atelier, lorsqu'il doit intervenir cette fois-ci réellement dans la réparation de la batterie, d'avoir un support d'assistance à la maintenance. Alors ça, c'est vraiment intéressant en complément à la formation parce que ça permet de pouvoir digitaliser les méthodes de formation et non plus avoir des manuels papier sur lesquels on se réfère en feuilletant les pages ou en faisant circuler les PDF pour savoir exactement où on en est du point de maintenance sous les yeux, mais véritablement d'avoir une assistance digitale à cette maintenance. Ça permet aussi de la sécuriser parce que le parcours est complètement balisé, si je puis dire, et que c'est une vraie aide pour l'intervenant, pour le technicien. Et c'est aussi un moyen pour alléger sa charge cognitive, puisque finalement il a moins besoin de s'appuyer sur sa mémoire, sur des procédures qui peuvent être longues, difficiles à retenir, et s'appuyer plutôt sur son aide numérique. Alors dans le cadre de ce dispositif, on a tout d'abord travaillé sur tablette et là on est en train de travailler avec Renault pour porter les applications sur lunettes et les développer dans les centres de maintenance que dont Renault va disposer dans le monde entier. Donc ça va être déployé à l'échelle internationale. Alors, ce dispositif en 3 phases a été testé dans différents centres de formation à l'échelle internationale avec des formateurs, avec des techniciens. Ça a été longuement testé, ce qui est aussi une des conditions, dirais-je, incontournables des projets de R&D, puisqu'il y a une phase de test utilisateur qui est majeure. Et ça a permis aussi, ces phases de test, d'avoir des retours utilisateurs qui ont permis d'améliorer la solution. Et le dispositif a été présenté aux Journées internationales de la formation organisées par Renault chaque année. Et cette année, donc, on a eu un retour d'appréciation en fait, des responsables formation au monde qui ont jugé le dispositif intéressant, avec une plus-value pédagogique, technique et de maintenance et de service client qui a été jugée tout à fait qualitative. Donc voilà pour ce qui est de ce dispositif. Alors on a poursuivi sur un autre cas d'étude, toujours dans le domaine technique, puisque en fait c'est vrai que les premières applications à valeur d'usage les plus évidentes, on les trouve plus souvent sur des applications techniques que comportementales, c'est assez logique. Et là, nous avons travaillé sur le moteur d'Alpine. En fait, le moteur d'Alpine présente la particularité d'être fortement downsizé, c'est-à-dire très compact dans son habitacle, avec l'accessibilité des organes qui n'est pas toujours facile. Et donc aussi une nécessité là pour les techniciens qui interviennent sur ces moteurs, d'apprendre, grâce à la réalité augmentée, la pose et la dépose des organes, déjà la localisation des différents organes, grâce à la réalité augmentée. C'est intéressant parce qu'on cible le moteur avec sa tablette et on peut complètement démonter le moteur sans avoir à toucher, enfin, en virtuel, sans avoir à le faire en réel. Bah, évidemment, ce qui présente aussi des économies de coûts, parce que ça évite d'avoir une Alpine spécialement disponible pour faire des montages et des démontages. Ça permet de se familiariser avec ces opérations-là. Ça permet aussi d'appréhender les difficultés avant les interventions réelles. C'est toujours plus intéressant, évidemment, de s'exercer et d'être bien familiarisé avec ce que l'on va trouver dans le réel avant de l'appliquer. C'est une application live de la procédure de démontage. Et dans le cas particulier, ça permet aussi d'avoir un partage client. Donc il y a une valeur d'usage en termes d'expérience client et de qualité de service qui est intéressante parce qu'on peut faire partager, surtout sur un véhicule premium comme l'Alpine,
l'intervention qu'on va faire sur son véhicule. Et généralement, c'est assez apprécié des clients. Donc voilà pour ce qui concerne ce deuxième projet de réalité augmentée avec Renault. Et je termine sur le troisième projet qui cette fois est en réalité virtuelle. Donc là on est avec un casque, on est totalement immergé dans un univers full 3D. La voiture est en 3D, le showroom est en 3D et on est en fait dans une présentation scénarisée du véhicule avec des parties d'interaction avec le véhicule virtuel. On peut ouvrir le capot, ouvrir les portières, on peut même, il y a également une partie atelier qui permet de voir comment démonter telle ou telle partie technique, donc de vraiment prendre en main le véhicule. Et puis, il y a aussi une partie storytelling, on raconte l'histoire d'Alpine à travers un film. Donc voilà, c'est une expérience, je dirais, à la fois pédago-communicante assez complète sur ce produit. Et elle vise à la fois le réseau dans le sens où l'ensemble des collaborateurs dans le monde entier n'ont pas forcément accès aux véhicules physiques partout. Donc ça leur permet d'avoir cette immersion avec le produit. Et bien sûr, elle est aussi à destination des clients qui vont pouvoir, là où le produit n'est pas disponible, le découvrir. Merci Anne. On va passer à la suite des questions parce que du coup il y en a pas mal, il est déjà 15h20. Oui. Je vais me permettre de te poser directement quelques questions qui sont arrivées dans le chat là. Donc on voit bien, on comprend bien, surtout dans ce deuxième témoignage, que il y a vraiment un retour d'expérience qui va aller des métiers, des experts, des professionnels jusqu'au grand public, avec finalement des dispositifs qui vont de la tablette aux lunettes en passant par le casque réalité virtuelle immersive qu'on peut trouver dans le grand public dans les jeux vidéo. Par contre, quand tu as parlé de casque tout à l'heure, en fait, de lunettes en fait ou de casque, en fait, c'était quel type de lunettes en fait qui était utilisé dans la deuxième expérience? Alors là, en ce qui concerne Renault, on est sur le HoloLens, mais ils sont probablement ouverts à d'autres portages. D'accord. Parce que donc là, tout à l'heure, avec Patrice, on a abordé la question des coûts. Parce que là, on voit bien tout l'enjeu, tout l'intérêt, tous les retours finalement en termes de qualité, de sécurité, de communication, d'amélioration des process, de communication vers les clients, vers le grand public. Et finalement, si on pouvait donner un chiffre un peu comme ça vague, en fait, l'ordre de grandeur pour construire ces types d'expériences, il va être de combien? Tout à l'heure, on a parlé de 20 à 40 KE pour une expérience d'apprentissage sur une tablette pour des techniciens télécoms. Là, est-ce qu'on est dans le même ordre de grandeur ou c'est tout autre chose? Alors, oui, on est dans le même ordre de grandeur. C'est à peu près ça pour ce type de développement d'application. On est sur 30-40, je dirais, mais comme le projet s'est inscrit dans un projet de R&D, c'était un peu particulier, avec beaucoup de partenaires. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur toute cette partie sans marqueur, sur les algorithmes. Il y a eu aussi des travaux qui ont été engagés avec l'IRIC, le laboratoire de l'université Paul Sabatier à Toulouse, qui était partenaire et qui a fait des travaux d'optimisation des maquettes numériques. Donc tout cela mis à part, parce qu'on était vraiment dans un projet de R&D là pour le coup, si on est dans le cadre d'une configuration plus classique de commande, on est sur des budgets entre 20 et 50 selon la complexité du modèle. Évidemment, ce n'est pas la même chose si on doit dérouler un scénario pédagogique à partir d'une batterie électrique ou si on doit développer une application en réalité virtuelle avec, par exemple, un banc de montage industriel plus complexe. Déjà, rien que la partie 3D, elle va être beaucoup plus lourde, et la partie scénarisation, ça peut être aussi plus complexe. D'accord, merci. Donc pour faire le lien avec une autre question qui concerne les TPE, les PME, si je comprends bien, en fait, on n'en est plus à l'ordre du rêve avec des projets à 100 ou 200 000 euros comme il y a quelques années. On est sur des coûts accessibles, on va dire, pour des grands groupes, mais pour les TPE, PME, on n'en est pas encore à des produits sur étagère très facilement accessibles financièrement, quoi. On est vraiment sur du sur-mesure à chaque fois. On est sur du sur-mesure sur ces produits-là, parce que en fait, dans la mesure où ça s'applique vraiment au produit du client et à ses méthodes et à la maintenance de ses produits propres, évidemment, oui, c'est spécifique. Oui.
Pour ce qui concerne Strass, en tout cas, nous, on ne fait que des produits sur mesure. On ne développe pas de produits génériques, pas pour l'instant. D'accord. Donc en termes de planning, tout à l'heure, on a évoqué en fait des projets de 6 mois à 1 an. C'est à peu près le même ordre de grandeur aussi, non? Non, on a développé des applications similaires. Je peux citer par exemple une application qu'on a développée pour Valeo, toujours dans le monde de l'automobile, donc en réalité augmentée sur un élément de voiture également, d'automobile. Là, on est sur un plus petit budget puisqu'on était sur un peu moins de 15 € et la durée du projet, je crois que c'était 3 mois, donc c'est... Voilà, on est plutôt en fourchette inférieure. Mais pareil, l'application qu'on a développée pour Valeo, elle avait une double vocation, à la fois formative pour les ingénieurs commerciaux et en même temps marketing pour la présentation des produits aux clients sur les salons, par exemple. Et oui, il y a une double cible. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est des... nous, on vit ça depuis déjà pas mal de temps, notamment chez Renault, comme je l'expliquais tout à l'heure, où on a une partie de nos contenus de formation qui sont à double cible, à la fois les clients finaux et en même temps les collaborateurs du réseau, puisque finalement une partie des contenus est commune. Et c'est vrai que les technologies, alors c'est vrai pour les supports vidéo, comme ce qu'on fait beaucoup en formation produit, mais c'est vrai aussi sur les applications interactives et sur les applications en réalité augmentée parce que finalement cette double cible elle est relativement évidente dans la mesure où on peut adapter assez facilement un scénario pour en faire un support marketing valorisant pour le produit. Ok, il reste 5 minutes, je vais poser encore 2 questions et après on synthétisera. Là, ça a une question qui vous s'adresse à vous deux, là, Patrice et Anne. Majdi qui posait tout à l'heure la question de l'acceptabilité par les apprenants finalement. Patrice a évoqué la question de génération, de transgénérationnel, d'âge, etc. Comment gérez-vous finalement l'acceptabilité de toutes ces nouvelles solutions par vos apprenants? C'est qu'en fait, il faut aussi présenter, d'abord communiquer dessus, parce que je pense qu'il faut expliquer pourquoi on va mettre du digital et former avec une réalité augmentée, réalité virtuelle, qu'est-ce que ça peut apporter. Ensuite, avant la formation, il faut, si possible, les familiariser avec l'outil support. Alors ça peut être effectivement la tablette dans notre cas de technicien, mais par exemple on a la même chose sur les lunettes, on travaille beaucoup avec Pôle emploi en ce moment, et il faut penser effectivement à ce que les personnes s'habituent à l'utilisation de lunettes avant d'être vraiment mis dans une situation de formation ou de sensibilisation. Mais après, l'acceptabilité vient du fait qu'ils voient l'intérêt de l'apprentissage, ils voient bien à un moment donné qu'ils vont pouvoir apprendre différemment, mais il faut juste les rassurer dans l'usage de l'outil digital où parfois ils ont l'impression qu'ils vont être mal à l'aise et en fait c'est juste une question de leur expliquer, de ne pas avoir des prérequis, de dire ah ben celui-là il doit savoir utiliser un ordinateur, il doit savoir utiliser une classe virtuelle, ben, c'est la même chose, il doit savoir utiliser une tablette. Non, il faut prendre aussi, amener les personnes apprenantes à utiliser dans d'autres situations et ensuite ça se passe généralement très bien. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord et en fait même je dirais que nous n'avons pas noté dans nos projets développés, nos expérimentations et leurs applications et leurs déploiements, on n'a pas noté de freins plus particuliers chez les générations les moins jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait parfois entendre. Pas du tout, en fait. Et les individus sont un peu partagés, c'est-à-dire il y en a une petite minorité qui ont un peu peur, et puis sinon quand même la grande majorité qui est curieux. Et ceux qui ont un peu peur, dans la grande majorité d'entre eux, ils se laissent assez facilement convaincre parce que finalement la valeur ajoutée, elle est tangible. Et je dirais même chez les formateurs en formation présentielle, moi j'ai noté qu'il y avait beaucoup plus une bien plus grande acceptation, une facilité d'acceptation de leur part par rapport au e-learning. Alors
je vais pas pousser plus loin les études, mais je pense que c'est parce qu'ils se rendent compte de la valeur d'usage directement opérationnelle et finalement très technique, très métier qu'ils peuvent en tirer. Par rapport à un e-learning où on est un peu plus quand même face à un écran, si on doit apprendre se former aux techniques sur un écran, c'est toujours un peu plus compliqué, alors que là, on est à moitié dans le réel, si je puis dire. Donc ça lève beaucoup de freins. Oui. Eh bien, merci. Du coup, il ne reste plus qu'une minute, donc il reste à vous remercier pour ce témoignage. En fait, il y a eu pas mal d'autres questions, je n'ai pas pu toutes les relever, du coup, parce qu'on était quand même limité dans le temps, qui abordaient la question, finalement, des métiers moins techniques, des métiers où la relation serait au cœur de... Et bien, du coup, tous ces sujets-là qui sont plus sur les sciences sociales ou sur les métiers plus relationnels et moins techniques, ce sera peut-être l'objet d'une prochaine webconférence. Ça, on a trouvé un thème. Oui, moi je veux bien ajouter juste un petit mot sur ce sujet. Oui. Rapidement, en fait, on a développé un serious game pour le CFPB, l'école de la banque, qui est un serious game de formation comportementale pour les conseillers bancaires dans le cadre des agences digitales. Et là, on est vraiment sur de la formation comportementale. Alors, on est sur du serious game 3D, donc totalement virtuel avec des avatars. On a ouvert la possibilité technique de pouvoir le porter en réalité virtuelle. Et ce que l'on a testé aujourd'hui, c'est que les formations comportementales peuvent être extrêmement intéressante et en réalité virtuelle, la réalité virtuelle peut être très efficiente dans ce cadre-là. Eh bien, merci justement, Anne. À cause de l'interaction, on peut interagir avec des avatars, on peut interagir aussi avec d'autres joueurs. Merci Anne, merci Patrice. Voilà, c'est la fin, les 15h30. Du coup, ce sera peut-être le prochain d'une prochaine webconférence qui serait la VR au service des soft skills, parce qu'on en parle aussi beaucoup des soft skills. Voilà, donc on vous remercie pour votre participation et puis on vous dit à très bientôt. Alors. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Allô? Allô?